Bienvenue! Les films d'animation dérivés de mangas populaires, on n'en parle pas souvent, non? Beaucoup de gens vous diront que la plupart ne sont que des HS de 1h30 qui n'ont que très peu intérêt, car pas canon à l'œuvre de base. Et je me demandais, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment que ça ou il y a plus à analyser? On va vérifier ça, mais d'abord, petit point histoire. C'est en 1960 qu'on voit l'apparition du premier long métrage adapté d'un manga. Saiyuki, ou Alakazam le petit Hercule, adaptation du manga de Osamu Tezuka, la légende de Son Goku. Et ce genre de projet, on en retrouve quelques-uns dans les années 60 et 70, avant d'exploser dans les années 80-90. Les adaptations de manga au cinéma étaient donc déjà monnaie courante. Et pas seulement en film d'animation, mais également en live, mais ceci est un autre sujet. Bref, les films adaptés de manga, il y en a une pelle, et pour commencer à s'y intéresser, j'ai décidé de me pencher plus vers les adaptations en films d'animation des mangas populaires du Shonen Jump. Et attention, des films qui n'adaptent en aucun cas une partie de l'œuvre de base. On parle bien de films qui sont dits comme non canon. Par exemple, les deux plus récents exemples, Demon Slayer le Train de l'Infini et Dragon Ball Super Broly, sont tous les deux canons au manga de base. Donc forcément, il y a un certain intérêt à aller regarder ces films. Mais est-ce que ça veut dire que les autres films, il n'y a aucun intérêt à aller les voir? Est-ce que ces films, contre toute attente, apportent quelque chose de nouveau et d'attrayant pour l'univers de base? Ou est-ce que ces films sont juste des produits marketing qui ne font que repomper l'univers pour mieux le trahir après? Ou est-ce que c'est un peu des deux et que ce sont des produits marketing qui arrivent de temps en temps par chance à être plutôt bons? Ces questions, on va essayer d'y répondre via les nombreuses reviews et critiques que je vais faire sur cette chaîne. Et pour ouvrir le bal, j'ai décidé de m'intéresser au tout premier film de Naruto. Mais d'abord, courte présentation. Issu de l'imagination de Masashi Kishimoto, Naruto était un manga prépublié dans le Weekly Shonen Jump, de octobre 1999 jusqu'en novembre 2014. En France, ce sera publié par Kana à partir de 2002. Le manga et l'anime furent d'énormes phénomènes au milieu des années 2000. Naruto est encore aujourd'hui un manga culte qui aura aidé à la démocratisation du média en Occident et en France, et qui exerce une grande inspiration de pas mal de séries qui sortent aujourd'hui. En bref, Naruto c'est un immanquable, il faut absolument lire le manga ou voir l'anime pour continuer cette vidéo. Mais revenons à nos moutons. Naruto est un énorme succès, donc qui dit succès dit bien sûr produits dérivés. Mug, t-shirt, bandeau de ninja, peluche, sandales ninja... ou Godemiché à 9 queues, et du coup, ce qui nous intéresse bien sûr, des films. Des films estampillés Naruto, on en compte au total 11 si on compte le film Boruto, et celui qui va nous intéresser, c'est évidemment le tout premier, Naruto et la princesse des neiges. Et tu vas m'enlever ça tout de suite, sinon je te casse la gueule. Sorti au Japon le 21 août 2004, Naruto et la princesse des neiges est le premier film réalisé par Tensai Okamura, aujourd'hui connu pour être le créateur de Darker Than Black et Wolf's Rain. Mais pas seulement, car Okamura a aussi d'abord travaillé en tant que storyboarder dans les années 90. Il aura d'ailleurs travaillé à ce poste sur Neon Genesis Evangelion en 95 et sur le film Cowboy Bebop de 2001. Donc autant dire que le mec, déjà vers 2004, il avait de la bouteille et qu'après la fin de sa série à succès Wolf's Rain, le studio Pierrot lui confie le travail de réalisateur pour le premier long métrage de Naruto. Et il faut quand même bien se remettre dans le contexte. En 2004, quand même, on est à un moment où Naruto est au sommet de sa popularité, l'anime est complètement acclamé et de très bonne facture, et le manga continue à se vendre comme des petits pains, même à l'international. Donc vraiment pour vous dire que l'opportunité est goldée, quoi. Au poste de scénariste, le studio Pierrot ne prend pas trop de risques et décide de confier ce travail à Katsuyuki Sumizawa, qui opère déjà sur la série animée Naruto et qui a lui aussi beaucoup d'expérience d'écriture pour les adaptations de mangas cultes en animé, comme Ranma 1/2, Dragon Ball Z, Sailor Moon et surtout Inuyasha et Yu Yu Hakusho. Donc c'est un scénariste qui a déjà énormément d'expérience dans l'adaptation d'une œuvre sur un nouveau média et qui connaît bien l'univers de Naruto. Pour le reste de l'équipe, le studio Pierrot décide de garder beaucoup de talent de l'anime, histoire de garder une patte artistique reconnaissable, surtout que c'est une période où l'anime connaît un énorme succès. Mais cessons de tergiverser, et l'intro est maintenant bientôt finie, donc passons voir le film. Le film suit les aventures de Naruto. Ça va, je vous perds pas trop?
Si on essaie de resituer le film dans la chronologie du manga Naruto, on se trouve entre l'arc de Tsunade et l'arc à la poursuite de Sasuke. Donc Naruto maîtrise le Rasengan et Sasuke n'a pas encore quitté l'équipe 7. L'équipe 7 justement qu'on va suivre dans une mission d'escorte au sein du Pays des Neiges, pays qui n'existe évidemment pas dans le manga, comme beaucoup d'autres que nous n'oublierons jamais. Ça tombe bien pour Naruto, car l'équipe de tournage a justement pour vedette une actrice qu'il admire énormément, Yukie Fujikaze. Une rencontre que l'on pourrait juger de très douce et très calme. Tu es ridicule. Car oui, Naruto tombe de haut en voyant que l'actrice qu'il admire tant n'a vraiment rien à voir avec les rôles qu'elle joue au cinéma. Imperceptible, désagréable et surtout très froide, l'actrice se révèle très vite ingérable et ne se montre vraiment pas chaud pour aller tourner dans le Pays des Neiges. Ok, j'arrête. Mademoiselle fugue et cause des problèmes à tout le monde, mais heureusement Kakashi a une botte secrète, le GHB no Jutsu. Et pendant que l'équipe 7 et l'équipe de tournage se préparent à partir, nous avons un superbe plan sur les méchants du film. C'est ainsi qu'on nous présente notre ugly bastard de service, aussi dit empereur de l'Empire des Neiges, Doto, qui nous est présenté dans l'obscurité du plus bel effet. Ce dernier nous révèle évidemment que l'actrice Yukie Fujikaze n'est autre que Kazahana Koyuki, la princesse déchue du Pays des Neiges qui s'est enfuie après l'assassinat de son père. Doto découvre finalement où se cachait cette princesse depuis des années, au détour d'un Netflix and Chill et entre deux programmes, parce que évidemment le film dans lequel elle joue a été un énorme succès. Donc voilà, pourquoi se casser le cul à envoyer des espions quand la personne que tu recherches est déjà une star. Enfin bon, l'équipe 7 arrive au Pays des Neiges, et on va pas attendre, c'est le moment de la bagarre. Et pour être honnête, la baston est plutôt bonne. Des jutsu originaux qu'on n'a pas vu dans la série, et on a même un des méchants qui fait du snowboard. C'est déjà très cool. Les méchants nous informent gentiment que leur armure high-tech leur permet d'augmenter leur quantité de chakra et de créer une armure renvoyant tout sort de ninjutsu ou genjutsu à l'envoyeur. Ce qui fait que nos personnages ne peuvent pas utiliser de ninjutsu sur ces derniers. Et je trouve l'idée plutôt cool. Tiens, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont en faire pendant tout le film. La baston se poursuit et nos héros arrivent à s'enfuir. Après ça, on en apprend un peu plus sur le background du Pays des Neiges. En gros, le royaume était tout beau et tout gentil jusqu'à ce que le frère du roi pète une durite et fasse un coup d'état, avec 3 ninjas potables. Pourquoi ? Parce que méchant et envie de faire de l'équivalent du Luxembourg du monde des ninjas, le 4e Reich. Bonne chance. La princesse fut bien sûr sauvée in extremis par un jeune Kakashi de Lanbu qui cite n'avoir pas pu les arrêter. On notera la sacrée générosité de Konoha d'envoyer un seul ninja arrêter la prise de pouvoir d'un pays tout entier. Le soi-disant manager de la princesse se révèle également être un ancien servant du royaume. Et ce dernier supplie Koyuki de bien vouloir réclamer son trône. Mais nope, répond cette dernière. Rien à foutre du pays, moi je veux mourir. Naruto attaque avec morale à 2 balles. Ah, c'est pas très efficace. Après ces échauffourées, le tournage se poursuit. Mais la princesse manque encore à l'appel et fait une fugue. Tiens, je crois que l'équipe 7 avait une mission, mais je sais plus trop quoi. Ça devait être un truc... Naruto la retrouve, essaie de parler avec elle pour essayer de la comprendre, ils se comprennent pas trop, et on a le droit à une putain de bonne scène de poursuite de train. Meanwhile, des rails de train apparaissent soudainement, ce qui pour le vieux servant Osef ne veut dire qu'une chose. Il va chercher ses congénères pas loin et font une avancée héroïque pour certains, ou complètement débile pour d'autres, c'est vous qui voyez, mais dans tous les cas, ils se font clairement défoncer. Mais bon, le réalisateur a quand même fait son hommage au film The Last Samurai, et on peut pas non plus dire que la scène soit ratée. C'est même plutôt beau et tragique, donc on profite un peu comme le méchant. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes. Évidemment, le servant Osef meurt, et Madame se fait enlever par les méchants au bord d'un airship.
On reviendra plus tard sur la technologie du film, mais waouh quand même. Sur ce airship justement, la princesse fait face à son oncle, qui lui demande si elle a le médaillon de mes couilles, car ce dernier ouvre un soi-disant trésor renfermant une grande puissance, sans jamais vraiment préciser qu'est-ce que c'est. Évidemment... Koyuki lui donne évidemment le médaillon sans aucun souci, hein, après tout c'est pas comme si c'était le dernier souvenir de ton père, hein. Jusque-là j'ai rien dit, mais il n'y a pas de retour possible pour le personnage. Là c'est définitivement, sans être grossier, enfin si, une connasse. Ce médaillon, on nous le tease depuis le début du film comme assez important pour la princesse, car ce dernier est un symbole du temps heureux où elle vivait avec son père. Et au final ça se fait refiler comme ça, sans ménagement. Je suis désolé, mais là on vient d'enchaîner ça avec en plus une scène où elle ne semble presque rien ressentir pour la mort de son servant, et c'est limite une réaction à la « c'est bien fait pour sa gueule, de toute façon j'ai rien demandé », et je suis navré, mais le personnage est cassé. Il y a beaucoup trop d'arguments pour la détester, et il y a strictement presque rien pour la défendre. Enfin bref... Heureusement pour nos héros, le médaillon se révèle être un faux, puisque Kakashi... Entre ses techniques de copie et ses techniques de GHB des yeux, il y a aussi la technique du pickpocket, où je me demande s'il n'a pas que échangé le médaillon, mais aussi le portefeuille. Et puis bon, pour piquer dans les poches des gens, il y a du monde, par contre pour surveiller la princesse, il y a personne quoi. Les sbires du méchant révèlent qu'ils ont aussi capturé Naruto, hors champ, c'est un peu dommage, et notre cher Doto a la très bonne idée de faire de lui un sujet de test pour un de ses petits joujoux, qui lui permettra d'aspirer son chakra et le rendre inoffensif. Ainsi, Naruto et Koyuki sont enfermés et... Oh non, oh putain, pas encore. Arrête! S'il faut ça pour que tu comprennes. Ouais bon, je me moque mais c'est plutôt efficace. Passons, l'équipe 7 s'infiltre dans la prison pour libérer Koyuki et Naruto, mais tout cela était un piège prévu par les méchants qui en plus par-dessus le marché nous disent que Koyuki était une traître. T'es pas une femme, t'es une salope! Mais Doto se fait bien niquer au final car Koyuki change encore d'avis et le trahit. Cette meuf est une putain de girouette. Cela échoue évidemment, puisque Doto avait pour gilet pare-balles son armure ultra high-tech. Doto décide de tuer la princesse, bien sûr, après cet affront, ou décide de l'enlever parce que il faut bien aller la sauver vers la fin. Les gentils poursuivent les méchants et c'est enfin le temps pour la confrontation finale. On commence par Sasuke et Sakura qui s'occupent des deux sbires. La fureur du lion! Voilà, ça c'est fait. Et on a évidemment l'affrontement ultime entre Kakashi et ce mec qui arrête pas de le traiter de lâche. Je ne vois pas comment tu espères l'emporter. Déjà que tu t'es enfui la dernière fois. On revient vers Naruto, où on finit par activer la fameuse arme ultime, qui se révèle être... un générateur pour fondre la glace. Alors, comment dire, votre écosystème est niqué. How dare you! Mais sans doute pas pour les animateurs qui voient la fonte des neiges comme le retour du printemps, donc des jours meilleurs forcément. Je sais, j'ai perdu mon âme d'enfant, c'est un retour au printemps, donc un symbole de tout le film, je sais, on y reviendra pour la conclusion. Naruto confronte enfin Doto et se libère de son sceau avec un petit coup de boost de Kyuubi, et bien sûr on finit l'affrontement sur un Rasengan bien placé. Voilà, le film se finit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attendez, c'est quoi ce truc? Un hologramme? Carrément! On m'entend bien? C'est incroyable. Oh, et puis c'est pas du mal fait, hein, c'est vraiment parfait, quoi. Et oh mon dieu, cette gueule! J'ai collé des photos prises dans des magazines. Enfin bref, le monde des shinobi est sauvé, Naruto a son autographe et Koyuki sera princesse et actrice dans les films érotiques. Quoi? C'est pas une blague, regardez! Et actrice? J'ai même déjà un nouveau projet. Mais ce script... Bon, allez, à bientôt j'espère. Et c'est sur cette note qu'on a fini le film. Bon, sinon, qu'est-ce que je pense du film? En vérité, je trouve ça vraiment pas terrible. Et je pense être un peu le seul à le penser car le film a été plutôt bien accueilli par la critique, voyant ce film comme un divertissement plutôt correct, sans prise de tête. Personnellement, je peux comprendre cet avis-là.
mais pour moi il y a vraiment trop de problèmes. Mais on va être sympa et commencer par les bons points. Déjà, je trouve le film extrêmement réussi au niveau du design de certains ninjas des neiges. Toutes les scènes d'action font clairement mouche et divertissent extrêmement bien. On voit qu'il y a énormément de bonnes idées et de concepts très sympas. Par exemple, l'idée de placer l'action au sein d'un pays enneigé et glacé est plutôt cool vu que c'est un environnement assez absent dans le manga ou l'anime. Et c'était une occasion parfaite pour présenter des ninjas ayant des capacités liées à leur environnement, celui de la neige. L'histoire est plutôt bien rythmée, on n'a pas franchement le temps de s'ennuyer, les scènes d'action et d'exposition sont plutôt bien équilibrées, ce qui donne un film d'animation qui se consomme sans déplaisir. On note la musique vraiment cool composée par Toshio Masuda, compositeur attitré de la série animée, qui nous livre ici une BO qui reprend certains thèmes de la série et d'autres originaux comme celui de Koyuki qui m'a particulièrement plu. Et pour son premier et unique long métrage, Okamura s'en sort très bien. Ma scène préférée du film d'ailleurs, c'est celle de l'espion du bar. Une scène qui je trouve retranscrit parfaitement la vulnérabilité du personnage de Koyuki et le sentiment d'être observé et même d'être en danger à tout instant. La scène nous offre un parfait travelling avant coupant l'image en deux, avec d'un côté une main en gros plan menaçante et juste à gauche une Koyuki qui se bourre la gueule, de dos, qui ne se rend compte de rien. Mine de rien, c'est une scène assez rare dans Naruto, ce qui est assez surprenant vu que Naruto est un monde de ninjas à la base. Et là, c'est une scène où on se sent vraiment en danger et observé. On voit donc que niveau mise en scène, il y a quand même beaucoup d'ambition. L'animation est d'ailleurs plus que correcte et parfois même très impressionnante, mais je m'attendais à une plus grosse claque de ce côté-là. Mais bon, le réalisateur a fait un travail tout à fait honorable. Malgré quelques idées vraiment cheloues. Et la première qui saute à la gueule, c'est la technologie. Le film ici semble un peu anachronique vis-à-vis de ce qu'on sait de l'animé et du manga, surtout à l'époque. Des salles de cinéma, des dirigeables, des trains et des armures high-tech simulant une gestion du chakra, et surtout des putains de camions et de voitures. Cela nous fait surtout penser que le film se passe pendant le manga Boruto, qui se déroule une vingtaine d'années plus tard. Pire, le hologramme qui est présent à la fin m'a totalement sorti du film. Je veux bien que le monde de Naruto soit avant tout fantaisiste et que ce genre de technologie pourrait très bien apparaître à un moment ou à un autre. Mais là, quand même, on part sur quelque chose de beaucoup trop avancé. Et en faisant mes recherches, je pense que l'idée d'incorporer autant de technologie vient de Okamura. Ce dernier s'est toujours dit grand amateur de science-fiction et même fan du cyberpunk de William Gibson. Et je pense qu'il a un peu essayé de mettre ça dans Naruto. Mais c'est là où je trouve que le film va un peu trop loin, et pas mal de ses ajouts sont même assez superflus, comme les armures des méchants qui sont pas utilisées tant que ça et n'est jamais un réel problème pour les héros. La technologie n'est même pas un thème du film, c'est juste un décor. C'est bien dommage d'ailleurs parce que l'idée des armures annihilant le chakra avait pas mal de potentiel, et aurait même pu être la grosse menace du film. Mais non, les héros gèrent les méchants comme des chefs, donc on a déjà l'impression que les armures sont inutiles. Surtout face à 3 parchemins explosifs, et ça n'empêche pas nos héros d'utiliser du ninjutsu. Bah oui, on n'allait pas faire un film sans aucun ninjutsu quand même. Après, s'il y avait que ça comme problème, le film pourrait être bon, mais je trouve que le scénario et les personnages sont vraiment foirés. Déjà, l'histoire, c'est plein d'incohérences, surtout pour les origines de la princesse. Il y a trop de questions que je me pose qui entourent ça. Pourquoi Konoha semble n'avoir envoyé que Kakashi pour sauver le pays des neiges? Si Konoha est intervenu et a sécurisé la princesse, pourquoi les fidèles de cette dernière la croient morte? Pourquoi la princesse n'a rien trouvé de mieux qu'actrice comme job? Je veux dire, si elle voulait se faire discrète, être actrice n'est pas la plus brillante des idées. D'ailleurs, elle aime même pas ce job, donc c'est même pas une volonté de poursuivre ses rêves. Pourquoi Koyuki n'a pas simplement démissionné quand elle a su que le tournage allait se dérouler dans le pays des neiges? Alors, je veux bien, hein, y a des contrats, faut les respecter, mais Koyuki me semble assez célèbre pour pouvoir se passer de ce tournage. Pourquoi le méchant ne tue pas Koyuki quand il en a eu l'occasion vers la fin du film? Bref, le scénario a quand même pas mal de trous, qui auraient mérité 1 ou 2 lignes de dialogue en plus, pour placer un certain contexte, car clairement, toutes les ficelles scénaristiques sont un peu trop voyantes et on connaît déjà la structure du film, qui pousse très vite dans pas mal de clichés, et même dans la copie d'autres arcs du manga. Et alors, les personnages, c'est simple, ce sont tous des putains de figurants, à part Koyuki et Naruto. L'équipe de tournage ne sert à rien à part faire un message méta sur le fait que Naruto a son propre film, et entre nous, je trouve l'idée pas super subtile, et même nulle à chier. Sasuke et Sakura, bah c'est simple, on les voit pas,
Sasuke, c'est limite s'il a plus de 3 lignes de dialogue. Donc clairement, si tu t'attendais à un film sur l'équipe 7, c'est râpé. Même si l'affiche te les met en premier plan, c'est pas eux le centre de l'histoire. Le héros, c'est Naruto, et il prend beaucoup de place. Trop de place. Des fois, ça effleure même le superflu, puisque les interactions entre Koyuki et Naruto se répètent beaucoup, trop souvent. C'est presque la même conversation, et elle ne fait pas vraiment évoluer le personnage de Koyuki. Et Koyuki, parlons-en. Sans être impoli, c'est assez dur de s'attacher à un personnage qui s'apitoie totalement sur son sort et traite comme de la merde son servant le plus loyal. Elle ne fait qu'engorger les problèmes et elle revient à la raison bien trop tard dans le film. Si encore elle montrait un minimum de tristesse à la mort de son servant, si encore elle se montrait plus attachée au médaillon qui est le dernier souvenir de son père, et si encore elle avait un minimum de moments sympathiques ou drôles, j'aurais rien dit. Et le personnage aurait pu être un minimum sympathique. Mais là, on est en face de ce que j'appelle une mauvaise crise d'ado. Ta fidélité porte le sceau de ton égoïsme. Faire du personnage quelqu'un de froid, je peux comprendre l'idée qui va avec la métaphore du film. Comme quoi Koyuki est à l'image de son pays natal, froid et impitoyable, qui finira par retrouver le printemps lorsque Naruto l'aura aidé à retrouver sa part d'enfant. Sauf que là, on n'a pas l'impression que Koyuki est un mur de glace qui fond au fur et à mesure qu'elle côtoie Naruto. Ici, on a juste l'impression qu'à un moment, elle décide de devenir gentille après un autre discours sur l'amour et la solitude que nous fait Naruto, à 20 minutes de la fin du film. Pour que son retournement de veste soit crédible, il aurait fallu incorporer quelques petits éléments qui montrent qu'elle n'a pas totalement sombré et qu'elle peut à tout moment revenir à elle. Écouter les discours de Naruto sur ce point-là, c'est pas suffisant. Surtout quand ces derniers semblent toujours se répéter. Le personnage est totalement antipathique pendant le reste du métrage, et connaître son passé n'aide pas à s'y attacher, vu comment elle traite le médaillon de son père comme de la merde. Tous ces problèmes d'écriture viennent sans doute en grande partie de Sumizawa qui semble avoir beaucoup de mal à développer correctement ses personnages, ou à savoir jauger leur temps à l'écran. Et on sent directement que la plus grande inspiration pour le film, ce fut l'arc Zabuza. Ça se voit. Déjà via l'environnement, qui fait directement référence au pouvoir héréditaire de Haku, le pitch de base, qui est tout de même une mission d'escorte qui se révèle beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'est, et le personnage de Koyuki, qui est strictement un miroir du personnage de Inari, qui est aussi un personnage froid et désagréable avec les héros lors de leur arrivée. Mais là où on arrive à comprendre Inari, qui est un enfant ayant vécu des choses traumatisantes, et qui ne souhaite plus reprendre espoir de peur d'être encore déçu, Koyuki, elle, semble toujours vouloir fuir son passé, et semble même détester tout ce qui est attrait à son père. On dirait presque qu'elle se sent coupable, en fait, du coup d'état de son oncle, mais ça n'a pas de sens. Qu'elle soit dépressive à l'idée de retourner au pays de la neige, d'accord. Qu'elle ne pleure pas à la mort de son servant et qu'elle accepte même d'aider son oncle qui est, je le rappelle, le principal instigateur du coup d'état qui a tué son père, non. Inari, ça a du sens qu'il déteste Naruto, parce qu'il lui rappelle beaucoup trop son père, qui était aussi héroïque que lui, et il sait très bien comment ça s'est fini. Koyuki, c'est pas du tout la même chose, et j'ai l'impression que le scénariste a complètement confondu les deux. Au final, Naruto et la princesse des neiges, c'est un film totalement oubliable et assez médiocre même dans son scénario. Mais le film, malgré mon avis, qui se veut être vérité absolue, ne semble pas être partagé par tout le monde. Beaucoup de critiques même disent que ce film est un parfait résumé de Naruto en un seul film. Et c'est là où je trouve la phrase super intéressante. Car si on veut en effet au mieux résumer les valeurs et les émotions que transmet Naruto, le film tape totalement dans le mille. Il est d'ailleurs intéressant de noter que certains reproches que j'ai faits sont aussi des défauts reprochés au manga de base. Ce qui veut dire que même en changeant d'auteur, l'œuvre de Naruto se confronte parfois aux mêmes problèmes, qui sont inhérents à l'univers et aux personnages. Regarder les différents films dérivés Naruto semble être un bon moyen de voir comment différents créateurs essaient de jouer avec cet univers et contre quelles limites ils se retrouvent confrontés. Car si je m'intéresse à ces films, c'est pas seulement parce qu'ils sont dérivés d'un univers que j'aime, c'est aussi parce qu'ils sont l'œuvre d'un autre auteur que le mangaka de base. Ce qui, selon moi, permet de voir une autre vision d'un univers via un autre auteur. Certes, c'est extrêmement limité, vu qu'on garde les mêmes caractères designers et on essaie de se rapprocher au plus du manga de base, mais c'est là quand même. À ce moment-là, ces films qui ne sont pas canons à l'œuvre de base, sont-ils encore, si l'on peut dire, des œuvres de Kishimoto? En vrai, pas vraiment, mais je pense qu'on répondra à cette question après avoir fait tous ces films Naruto et à savoir qu'est-ce qu'ils apportent à l'univers Naruto.
Sur ce, cette première vidéo est finie, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera évidemment sur le deuxième film de Naruto. Sur ce, je vais me recoucher, à bientôt. Bien que tu m'aimes, mais sans amour.